Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce vendredi 3 mai. À la une de l'actualité aujourd'hui, une nouvelle journée de mobilisation en Algérie pour la 11e semaine consécutive. Un mois après le départ d'Abdelaziz Bouteflika, les manifestants rejettent l'héritage de l'ancien président et le système resté aux mains des militaires. Un calme précaire règne au Venezuela à la veille de rassemblements prévus devant les casernes du pays. Le président autoproclamé Juan Guaidó maintient la pression pour tenter de rallier les militaires à sa cause. De l'autre côté de la Manche, un revers pour les conservateurs et pour les travaillistes. La gestion du Brexit semble avoir pesé lourd dans le vote sanction infligé par les Britanniques lors des élections locales. En France, des journalistes convoqués dans le cadre d'une enquête pour compromission du secret défense après les révélations sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen. Interview à suivre avec l'un d'entre eux à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les manifestants ont bravé la pluie pour clamer une nouvelle fois leur colère en Algérie. Malgré le départ d'Abdelaziz Bouteflika, la mobilisation reste forte pour réclamer la fin de tout un système toujours dominé par l'armée. Julien Pavie. Une foule importante massée devant la grande poste d'Alger. Une scène qui se répète désormais tous les vendredis depuis bientôt 3 mois dans la capitale algérienne. Les manifestants veulent maintenir la pression sur le pouvoir en place. Abdelaziz Bouteflika est parti, mais c'est loin d'être suffisant pour ces Algériens qui réclament la fin de tout le système actuel, soupçonné de manœuvrer en coulisses pour garder la main. Les manifestants préviennent, la mobilisation ne faiblira pas, y compris durant le mois de jeûne du Ramadan qui est sur le point de débuter. Dans le cortège, le slogan « Dégage » régulièrement scandé depuis le début de la révolte populaire. Un message directement adressé aux caciques du régime. 3 noms reviennent régulièrement, ceux d'Abdelkader Ben Salah, l'ex-chef du Sénat devenu pour 3 mois président par intérim, Noureddin Bedoui, le Premier ministre, et le général Ahmed Gaïd Salah, un temps considéré comme un allié des manifestants, mais désormais davantage comme une menace. Tous sont d'anciens fidèles du président Bouteflika, qui a démissionné il y a tout juste 1 mois, après 2 décennies de règne. La transition est en cours en Algérie. Quelle en sera l'issue? Début de réponse le 4 juillet prochain pour l'élection présidentielle. Un calme précaire règne au Venezuela à la veille d'une nouvelle journée de rassemblement. Le président autoproclamé Juan Guaidó a appelé à manifester devant les casernes militaires ce samedi pour tenter de convaincre l'armée de lâcher le régime chaviste. Sandrine Delorme. Les opposants veulent tenir bon au Venezuela. Malgré les risques, Leopoldo López n'entend pas quitter le pays et il l'a fait savoir depuis l'ambassade espagnole de Caracas, où il a trouvé refuge à la faveur du ralliement d'une partie des militaires à Juan Guaidó. La justice a pourtant ordonné son arrestation, mais l'Espagne n'entend pas le livrer et il dit ne pas avoir peur du gouvernement. Je ne veux pas retourner en prison, mais je tiens à dire que je n'ai pas peur de retourner en prison. Et je n'ai pas peur de Nicolás Maduro, comme je n'ai pas peur de sa dictature ou de toutes les armes répressives dont il dispose aujourd'hui et qui sont les seules choses qui lui restent pour continuer à intimider. 2 jours après une tentative de putsch manquée, le président vénézuélien est apparu au milieu des militaires dans une caserne de Caracas. Et dans un discours martial, Maduro a promis de chasser les traîtres. Peu ont finalement suivi Juan Guaidó. Explication. Pour que l'armée puisse se ranger du côté des États-Unis, Maduro devrait la jouer solo. Mais pour le moment, les militaires contrôlent et distribuent la nourriture, ils contrôlent et exploitent le pétrole. Alors pour le moment, ils ne sont pas incités à abandonner Maduro. Malgré tout, le président par intérim autoproclamé, chef du Parlement et leader de l'opposition, Juan Guaidó, a appelé à manifester ce samedi devant toutes les casernes militaires du pays. Il appelle à une mobilisation nationale pacifique pour que les principales unités militaires se rallient à la constitution vénézuélienne. En Inde, le littoral a été balayé par un puissant cyclone qui a causé de lourds dégâts au nord-est du pays. Près de 800 000 personnes ont dû être évacuées, mais ils devraient se diriger vers le Bangladesh dans les prochaines heures.
Le cyclone Fani a touché la côte est de l'Inde. Il est considéré comme l'un des cyclones les plus puissants de ces dernières années dans l'océan Indien. Des vents à près de 200 km/h, une mer déchaînée, de fortes précipitations qui font craindre les inondations. Ce vendredi matin, les autorités parlaient d'au moins 2 morts, un bilan encore très provisoire. Au regard des images sur place, les dégâts risquent d'être importants, notamment dans l'état de l'Odisha. En Inde, explique ce journaliste britannique, les habitants refusent souvent d'être évacués dans ce genre de situation. Ils vivent dans des habitats précaires à la campagne, dans des zones où il y a peu d'infrastructures et de bâtiments en dur. Ce sont souvent des familles nombreuses, avec des personnes âgées qui vivent là. Une autre source d'inquiétude, Cox's Bazar, un camp de réfugiés qui accueille des milliers de personnes au Bangladesh. Dans toute la zone, les autorités ont multiplié ces derniers jours les messages pour inciter les habitants à trouver refuge dans des abris en dur. D'après les prévisions météo, le cyclone devrait poursuivre une trajectoire nord-est et atteindre le Bangladesh ce samedi. Les spécialistes estiment qu'il devrait avoir perdu en intensité. En France, les syndicats de journalistes ont demandé à être reçus par le président Emmanuel Macron à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ils dénoncent des atteintes graves et multiples portées à ce principe dans le pays dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Autre signal récent envoyé par l'exécutif, l'ouverture d'une enquête pour compromission du secret de la défense nationale après les révélations sur l'utilisation d'armes françaises dans le conflit au Yémen, notamment dans des zones où vivent les civils. Pour en parler, nous sommes avec Geoffrey Livolsi, journaliste à Disclose et co-auteur de cette enquête. Vous serez convoqué par la Direction générale de la sécurité intérieure d'ici 2 semaines dans le cadre de cette affaire. Pour vous, c'est une volonté manifeste de porter atteinte au secret des sources ? Bonjour, on a là vraiment une volonté du pouvoir exécutif de connaître quelles sont nos sources, d'enquêter non pas dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse, mais vraiment d'enquêter au niveau pénal et donc de poursuivre moi et Mathias Destal ainsi que Benoît Colombade de Radio France au niveau du pénal sur la question de la compromission du secret de la défense nationale. Concrètement, de quel arsenal disposent les autorités françaises à ce stade de la procédure et jusqu'où cela peut-il aller ? Aujourd'hui, dans ce cadre-là, ils nous auditionnent en audition libre, mais cette convocation est tout de même obligatoire. On est placé en fait sous le statut du suspect libre, ce qui veut dire qu'on peut être mis en garde à vue au cours de l'audition. La compromission du secret de la défense nationale, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende selon la loi. Ils ont une possibilité de pouvoir enquêter dans le cadre d'enquêtes préliminaires sur nos sources, de pouvoir nous placer en garde à vue, de pouvoir mener des auditions, des perquisitions afin de rechercher la source initiale de la fuite de documents confidentiels défense. Pour vous, c'est aussi un signal envoyé aux lanceurs d'alerte ? C'est avant tout un signal envoyé aux sources des journalistes. L'objectif de cette enquête, c'est d'identifier nos sources et surtout de faire peur à de possibles autres sources qui chercheraient à contacter des journalistes, et pas seulement dans le cadre de cette affaire, mais c'est aussi un signal qui est envoyé aux lanceurs d'alerte sur ces questions de la défense, en disant on ne tolérera pas d'autres fuites et surtout on va poursuivre au pénal tous ceux qui tentent d'alerter le public sur ces questions. Pour vous, est-ce que l'exécutif français actuel a marqué un virage dans sa relation par rapport aux médias ? Aujourd'hui, on se retrouve parfois par le gouvernement lui-même accusé de fake news, c'est déjà arrivé, de contre-vérité de la part des journalistes. Donc on est dans une rhétorique assez étonnante, on va dire, venant d'un pouvoir démocratique et qui doit nous inquiéter et qui aujourd'hui nécessite une grande vigilance des journalistes, mais aussi des collectifs qui les défendent. Merci Geoffrey Livolsi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Disclose et co-auteur de l'enquête sur l'utilisation d'armes françaises dans le conflit au Yémen. Merci.
En France, Christophe Castaner tente de déminer la polémique sur ce qu'il avait qualifié d'attaque d'un hôpital parisien en marge des manifestations du 1er mai. Les témoignages et les vidéos ont mis à mal les propos du ministre de l'Intérieur après cette tentative d'intrusion. Olivier Péguy. En France, le ministre de l'Intérieur est sous le feu des critiques depuis 2 jours, depuis qu'il a commenté ce qui s'est passé à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière en marge de la manifestation du 1er mai. Il a parlé d'une attaque, une qualification des faits jugée excessive au regard des témoignages sur l'intrusion des manifestants dans l'hôpital. Alors ce vendredi, Christophe Castaner a fait un mea culpa. J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot « attaque ». Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. Et en le voyant l'être, je me dis que, le voyant naître, je n'aurais pas dû l'employer. Est-ce que cela suffira à éteindre la polémique qui agite une partie de la classe politique, certains allant même jusqu'à réclamer sa démission? En tout cas, le Premier ministre a réitéré sa confiance à son ministre de l'Intérieur. C'était un scrutin suivi avec attention de l'autre côté de la Manche et sans surprise, les élections locales ont durement sanctionné les conservateurs pour la gestion du Brexit. Mais le Labour n'a pas non plus tiré son épingle du jeu. Les explications de Laurence Alexandrovitch. Les élections locales en Grande-Bretagne sonnent comme un coup de massue pour les 2 grands partis du pays. Les Anglais et les Nord-Irlandais votaient ce jeudi pour renouveler près de 9000 sièges dans près de 250 assemblées locales. Résultat, une claque pour les conservateurs, incapables de sortir le pays de l'Union européenne 3 ans après le référendum sur le Brexit. Mais une claque aussi pour les travaillistes qui ne surfent pas sur la fragilité de leur rival. L'analyse de cet ancien conseiller de Theresa May. Lors des élections européennes dans quelques semaines, les 2 principaux partis pourraient être balayés dans beaucoup de régions, et particulièrement les conservateurs, parce que le parti du Brexit ne s'est pas engagé dans ces élections locales. Alors les gens vont surtout voter pour les petits partis. Beaucoup de ces formations sont contre le Brexit, pour exprimer leur mécontentement contre les 2 principaux partis. Ceux qui profitent de cette situation, ce sont les libéraux-démocrates. C'est pour eux un tremplin pour les élections européennes du 23 mai. Ils seront alors en compétition avec de nouveaux partis, comme le parti du Brexit, mené par Nigel Farage, donné favori, et le parti Change UK, composé d'anciens travaillistes et conservateurs. En Macédoine du Nord, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour désigner leur prochain président. Un scrutin qui s'annonce particulièrement indécis en raison de l'abstention record qui a marqué le premier tour dans un climat de défiance. Le second tour de la présidentielle en Macédoine du Nord, c'est ce dimanche. Les presque 2 millions d'électeurs sont invités à se rendre aux urnes avec une certaine insistance, car au premier tour, le taux de participation a été très faible, à peine un peu plus de 40%. Et si ce dimanche, la barre des 40% de participation n'est pas atteinte, alors le scrutin sera invalidé. Que faut-il attendre de ce scrutin? Moi, j'en attends pas grand-chose, dit cet habitant de Skopje. Un peu plus enthousiaste, cette jeune femme qui dit espérer que cela va permettre à son pays de se rapprocher de l'Union européenne. Le candidat pro-européen Stevo Pondarovski est arrivé très légèrement en tête du premier tour. Soutenu par le Parti social-démocrate au pouvoir, il affronte ce dimanche Gordana Sijanovska-Davkova, professeure d'université soutenue par l'opposition conservatrice. Le risque de ne pas atteindre le quorum est faible, estime cet expert. Certes, au premier tour, la participation était faible, autour de 42%, mais dans le camp des 2 finalistes, les électeurs vont se mobiliser et donc on devrait atteindre le quorum nécessaire lors du second tour. Cette élection est le premier scrutin organisé depuis que le pays a changé de nom. Depuis son indépendance en 1991, il était appelé Ancienne République yougoslave de Macédoine, mais un accord a été conclu avec le voisin grec il y a un an, prévoyant que le pays s'appellera désormais République de Macédoine du Nord. Enfin, un mot de cinéma avant de refermer cette édition. Son personnage aura accompagné les fans de la saga Star Wars pendant de longues années. Peter Mayhew, qui incarnait Chewbacca, s'est éteint aux États-Unis.
C'est sans doute un des extraterrestres les plus connus du cinéma, Chewbacca, personnage de la saga Star Wars. Et sous ce costume poilu, il y avait un acteur, Peter Mayhew, qui vient de décéder à l'âge de 74 ans. Sa carrière cinématographique se résume quasiment au seul rôle de Chewie, compagnon du héros Han Solo. Sa taille, 2,21 m, avait largement contribué à le faire remarquer de George Lucas, le réalisateur de la saga. Mais à son personnage, il a apporté la gestuelle et même l'expressivité du visage. Ces dernières années, en raison de problèmes de santé, Peter Mayhew avait été contraint de laisser la place à un autre acteur pour incarner Chewbacca. Mais ses anciens partenaires à l'écran, Harrison Ford ou encore Mark Hamill, ne l'ont pas oublié. Tous lui ont rendu hommage après l'annonce de sa disparition. Sur les réseaux sociaux, les fans de la série, en guise d'adieu, lui lancent à l'unisson « Que la force soit avec toi ». C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site. Très belle soirée à tous.